bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, pardon, et bienvenue donc pour cette 14e émission que j'ai l'honneur d'animer avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. 14e émission où vous l'avez vu sur l'affiche, je vous la remets, où on va aborder le sujet de la vidéosurveillance, alors plus communément appelée souvent vidéoprotection. L'objectif ce soir n'est pas véritablement de faire véritablement un débat, est-ce qu'il faut surveiller ou non, est-ce qu'il faut mettre de la vidéoprotection, c'est véritablement d'échanger sur les droits, car David va nous évoquer un ensemble de points, un ensemble de sujets qui nous rappellent nos droits, puisqu'il y a parfois des dérives sur le sujet. Donc, on vous rappelle comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous aux pages Facebook donc du collectif Libertad, page Facebook de David Guyon, les chaînes YouTube également. On vous a mis donc tous les commentaires, tous les liens précédemment, là, il y a quelques minutes, vers les chaînes. L'objectif, c'est essayer de se donner davantage de visibilité, de promouvoir un petit peu ces émissions. Donc, on vous remercie pour votre présence. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc, on diffuse là sur différents canaux, de pages Facebook, de chaînes YouTube, de comptes Twitter, également donc du transfert notamment sur Concorde TV. Depuis la semaine dernière également, là, on diffuse actuellement sur Concorde TV pour ceux qui ne connaissent pas, ainsi que sur Chromebunker du collectif Libertad. Et petite chose, là, je le dis en direct à David, je viens d'arriver à retrouver la solution pour arriver également à cross-poster sur d'autres pages. Donc là, ça diffuse également sur mon compte Facebook personnel en cross-postant depuis Libertad. Donc, on devrait arriver à encore toucher un petit peu plus de monde. Et pour terminer, et après je te laisse la parole David, pour terminer, je vous rappelle qu'on voit tous vos commentaires en direct qui arrivent là sur ma droite, sur notre plateforme de streaming, tous les commentaires qui arrivent des 2 pages Facebook ainsi que des 2 chaînes YouTube que je vous ai évoquées. Donc au fur et à mesure, je suis les questions qu'il y a, je les note pour qu'on puisse y répondre au maximum si possible. Sans plus attendre, donc bonsoir David, et puis je te laisse présenter un petit peu le sujet de ce soir. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Bon, parfait. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Comme tu l'as rappelé, c'est important, abonnez-vous, partagez si vous aimez le contenu de ces émissions. On passe du temps chaque semaine à essayer de préparer des sujets divers et variés. Vous avez compris, on a parlé beaucoup de la crise sanitaire et on en reparlera, bien entendu. Mais l'idée aussi, c'est d'élargir un petit peu les sujets parce que la question des libertés fondamentales, ça ne se cantonne pas aux périodes de crise. Et surtout, aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, c'est de parler de la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont des procédés qui ont émergé pendant les périodes de crise, qui étaient à la base réservés pour des situations exceptionnelles, notamment en matière de terrorisme. Et en fait, on s'aperçoit avec le temps qu'elles sont pérennisées, qu'elles sont introduites dans le droit commun et qu'elles ont vocation en fait à être généralisées. Et vous allez voir, on va en parler un petit peu durant cette émission. En réalité, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, ces petits prolégomènes étant faits, tous surveillés, tous protégés, on va voir si effectivement c'est la réalité. Vous savez, je suis un adepte de Benjamin Franklin. Ce dernier disait qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Et c'est effectivement, à mon sens, la conclusion que je pourrais avoir sur cette vidéo. Alors, on va revenir un petit peu sur la vidéoprotection ou vidéosurveillance. C'est exactement la même chose, simplement le législateur a retenu la vidéoprotection. Donc, si vous regardez sur Internet, c'est plutôt cette définition-là qu'il faudra retenir. Alors, on peut le définir comme un procédé technique permettant l'observation et la surveillance d'un espace donné, public ou accueillant du public, à partir d'un système de caméras et de transmission en vue d'assurer la sécurité et la sûreté. Oui, c'est ça l'objectif quand même, susceptible d'être mis en œuvre dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. Si vous voulez comprendre le régime juridique de la vidéoprotection, c'est le Code de la sécurité intérieure qu'il faudra regarder. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne durant cette émission. Donc, bien entendu, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à le partager et à poser toutes vos petites questions en commentaire. On y répond à la fin de l'heure. Alors,
Cette question de la vidéoprotection, en fait, c'est la question de la protection de la sécurité publique. Ah oui, chaque fois qu'il y a eu un attentat, on s'est dit qu'en mettant de la vidéoprotection, eh bien, on pourrait prévenir les prochains attentats. Et comme vous le savez, ça a bien fonctionné. C'est ironique, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas non plus nier totalement le fait que la vidéoprotection repose sur une finalité qui, à mon sens, est intéressante, c'est quand même celle de la sécurité. Bah oui, le jour où vous êtes agressé effectivement dans la rue, vous êtes quand même content de pouvoir retrouver les images de vidéosurveillance qui vous permettront d'identifier le ou les potentiels auteurs de cette infraction. Donc, en ça, effectivement, c'est intéressant. Là où ça devient dangereux, c'est lorsque ces images sont utilisées à des fins qui sont autres que la sécurité publique. La sécurité publique va donc se confronter directement avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article 8 protège le droit à la vie privée et familiale. Et on verra qu'effectivement, au nom de cet article-là, eh bien, il convient d'encadrer le système de vidéoprotection. Alors, ce système de vidéoprotection s'est surtout développé à partir de novembre 2015 avec les douloureux attentats. Et bien entendu, depuis, il n'a connu sans cesse une expansion avec une accélération pendant la crise sanitaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, le Code de la sécurité intérieure va vraiment encadrer et légiférer sur les systèmes de vidéoprotection. Et ça va être un petit peu mon propos durant cette émission. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi et comment la vidéoprotection est encadrée, au nom de quoi. Et ensuite, je vais essayer de vous démontrer un petit peu les abus qu'il y a aujourd'hui qui, à mon sens, doivent amener des citoyens éclairés et donc informés sur leurs droits à réfléchir à cette expansion inexorable des systèmes de vidéoprotection. Voilà ce que je pouvais dire pour mon introduction. Je ne sais pas si, Pierrick, à ce niveau, on a déjà quelques questions avant que j'aille dans le cœur du sujet. Alors, quelqu'un qui nous pose la question là tout de suite, c'est notamment, point d'interrogation, la CNIL. Alors, 34 SSM, merci pour votre régularité. C'est pas la première fois qu'on répond à ces questions. Alors, la CNIL, bien entendu, a une mission de surveillance dans tout ce qui concerne les atteintes aux données personnelles. Et d'ailleurs, très régulièrement, elle donne des informations très intéressantes. À mon sens, elle fait partie de ces autorités, de ces contre-pouvoirs qui empêchent aujourd'hui le gouvernement de pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Donc, merci à la CNIL parce que c'est effectivement un phare dans le mirage qui est la vidéoprotection, un phare qui doit nous guider pour essayer de concilier à la fois bien les libertés individuelles et la protection publique. Encore une fois, en fait, c'est pas l'existence même des vidéoprotections qui pose problème, mais en réalité leur généralisation, leur pérennisation et leur utilisation à des fins qui peuvent dépasser les raisons pour lesquelles elles ont été initialement encadrées. Voilà, on n'a pas spécialement d'autres questions pour l'instant. Mais alors, il y a Meta-Eidos qui a posé une question, mais je pense qu'on y répondra peut-être plutôt à la fin, parce qu'il y a de fortes chances que j'y réponde durant mes quelques éléments que j'ai à développer. Quelle question, pardon? Je l'ai loupé. Alors, c'est Meta-Eidos à 20h14. On peut la noter de côté et on y répondra à la fin, si ça te convient, Pierrick. Ok, ah oui, j'avais pas vu, elle est juste en dessous, celle qu'on... Ok, pas de problème, je la note. Posez vos questions, les amis, on y répond à la fin. Alors, on va revenir, Pierrick, si tu me le permets, sur la question donc, du droit à la vie privée et familiale. C'est une notion dont on entend souvent parler, mais dont on comprend très peu ce qu'elle contient. Et c'est tout l'objectif de cette émission, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut entendre dans les médias ou parfois au sein d'un article juridique dans lequel on ne développerait pas ces notions. Alors, le droit à la vie privée et familiale, tout d'abord, il n'y a pas véritablement de définition, d'accord ? Le droit français et le droit international protègent la notion du droit à la vie privée sans jamais véritablement le définir. Alors, le droit à la vie privée, on a notamment l'article 9 du Code civil, on a également des articles du Code pénal qui vont réprimer toutes les atteintes au droit à la vie privée, et puis on a la liberté individuelle, l'article 4 de la DDHC, au terme duquel la jurisprudence du Conseil constitutionnel a reconnu l'existence d'un droit à la vie privée. Mais surtout, finalement, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, avec notamment sa Bible, qui est la Convention européenne des droits de l'homme, qui va véritablement faire œuvre créatrice et jurisprudentielle et inspirer nos juridictions nationales.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par inspiré? Eh bien, la Cour européenne de l'homme va beaucoup plus loin, en fait, que ce que nos juridictions nationales ont réalisé jusqu'à ce jour. Et c'est notamment grâce à la jurisprudence de la Cour européenne de l'homme, eh bien, que de nombreux droits individuels ont été consacrés par sa jurisprudence. Alors, il faut entendre par notion de vie privée une notion qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition et on n'a pas une nomenclature précise de ce que contient le droit à la vie privée et familiale. Tout au plus, ce qu'on peut essayer d'expliquer, c'est que le droit à la vie privée ne se résume pas à un cercle d'intimes au terme duquel on pourrait exclure eh bien, le reste du monde. Ce n'est pas ça, le droit à la vie privée et familiale. Non, bien au contraire, eh bien, le droit à la vie privée et familiale, c'est également le droit à avoir une existence sociale, à avoir des interactions avec le reste de la société. Ça vous rappelle quelque chose? On en avait parlé justement lorsqu'il y avait eu le port du masque généralisé en population générale. On avait dit que ça limitait les interactions sociales et que notamment ça pouvait porter atteinte au droit à la vie privée et familiale. Eh bien, c'est de là que ça vient. Également, le droit à la vie privée et familiale, c'est l'épanouissement personnel. Et donc, ça passe par des activités sportives, par des activités sociales, culturelles, mais également le travail. Et donc, bien entendu, on comprend que ce droit à la vie privée et familiale, eh bien, peut avoir des répercussions dans une multitude des facettes de la vie des individus. Vous comprenez, j'espère, que ce droit est fondamental dans toute société démocratique et respectueuse de l'état de droit. En fait, c'est à peu près simple. Si vous êtes une dictature, vous oubliez le droit à la vie privée et familiale. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'on pouvait s'inquiéter de l'existence de ce droit et des atteintes portées à ce droit lorsque on vous avait expliqué que vous ne pouviez pas être plus de 6 chez vous pendant la pandémie. Donc ça, bien entendu, vous comprenez que ça pose un problème par rapport au droit à la vie privée et familiale. Ainsi, le droit à la vie privée familiale revêt une multitude de facettes de votre vie et aujourd'hui, c'est ce droit que l'on peut opposer au système de vidéoprotection. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas filmer à l'intérieur de chez vous, qu'on ne peut pas filmer certaines routes privées et que l'on ne peut pas vous filmer en tout lieu et en toutes circonstances à tout moment de la journée. Et ça, c'est véritablement important. Alors, la Cour européenne de l'homme a rendu un arrêt qui est très intéressant du 28 janvier 2003, PEC contre Royaume-Uni, au terme duquel elle explique que le système de la vidéoprotection en soi n'est pas contraire au droit à la vie privée et familiale. En revanche, elle estime que le fait d'enregistrer des images sur la voie publique peut constituer une atteinte au droit à la vie privée, notamment si ces enregistrements sont automatiques et, on va dire, générales. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, cela peut devenir problématique. Donc, on voit ici, encore une fois, que c'est toujours une appréciation au cas par cas et qu'on va véritablement regarder si, d'une part, les images sont enregistrées, si c'est simplement une surveillance avec un accès à la caméra, mais qu'il n'y a pas d'enregistrement ni de stockage des images, eh bien, a priori, ce sera plus respectueux du droit à la vie privée et familiale. Et enfin, on va se cantonner à se demander si la finalité est respectée, si l'enregistrement est général absolu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, et si ça concerne une zone déterminée ou l'intégralité de la ville. Donc vous comprenez que à chaque fois, c'est toujours une appréciation de la proportionnalité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a un encadrement. Les personnes qui peuvent avoir accès à ces images sont des agents de l'autorité publique qui vont être assermentés et qui vont avoir strictement accès à ces images sur demande, bien entendu, à chaque fois qu'il y aura une nécessité. Donc, ce n'est pas un accès qui est automatique et tout le monde ne peut pas y accéder. Pendant un temps, il y a eu un débat pour savoir si on pouvait externaliser ces agents, en tout cas c'est le contrôle de ces images, de ces enregistrements à des sociétés privées. Et là, le Conseil constitutionnel et la CNIL avaient tiré la sonnette d'alarme en disant que non, ça pouvait effectivement porter atteinte au droit à la vie privée et familiale, mais également à la sécurité publique parce que, eh bien, il pouvait y avoir une fuite de ces images qui pouvaient échapper au contrôle de l'État. Donc, vous comprenez que ça pouvait être assez problématique. Mais ce qui est fou, c'est que ça a pu être envisagé à un moment donné ou un autre. Le droit à la vie privée familiale fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la vidéoprotection. Grand Dieu, merci. Mais également, eh bien, le droit à la vie privée familiale consacre un droit qui permet d'accéder à ces enregistrements.
C'est notamment l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure qui vous permet de demander à l'autorité compétente, très souvent ce sont les communes, eh bien, de pouvoir accéder à des images de vidéosurveillance lorsque vous en avez un intérêt. Alors, en fait, la raison de cette vidéo, c'est que j'ai été sollicité récemment dans mon cabinet parce que j'avais une cliente dont l'enfant avait été agressé à la sortie de son collège. Et la chance qu'elle avait, c'est qu'une vidéoprotection qui était placée à l'entrée du collège a pu filmer les événements. C'est donc ici un point positif de cette vidéoprotection parce que nous avions l'espoir, grâce à ces images de vidéosurveillance, à pouvoir accéder à ces images, identifier les auteurs de cette infraction et faire en sorte que ces derniers soient punis, mais surtout qu'ils ne puissent pas recommencer parce qu'il y avait la crainte en réalité que de nouveaux agissements identiques puissent avoir lieu. Alors vous savez ce que c'est quand vous avez un enfant qui va à l'école la peur au ventre et qui pense qu'à tout moment il peut être agressé, c'est quand même particulièrement terrible. Et donc la demande d'accès à ces images de vidéosurveillance s'inscrivait dans ce contexte, c'est-à-dire que le Code de la sécurité intérieure vous dit vous avez deux droits, accès à ces enregistrements à partir du moment où les forces de l'ordre ont eu la possibilité de flouter l'intégralité des personnes éventuellement concernées dans le respect des droits des tiers et qu'on ait pu effectivement identifier les auteurs de ces infractions. Donc là, on a un droit qui est consacré par le Code de la sécurité intérieure, mais en réalité, c'est tout le problème. D'une part, il a été extrêmement difficile pour cette dame de connaître ses droits. Il a fallu qu'elle saisisse la CNIL, qui a fort heureusement agi très rapidement et répondu très rapidement en lui disant qu'elle avait 1 mois pour demander l'accès à ces images parce que, passé le délai d'1 mois, ces images étaient détruites automatiquement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, après, il faut agir très rapidement. Donc là, ici, référé liberté, extrême urgence, audience en 48 heures et demande de communication avec injonction du juge pour obtenir la communication de ces images. Mais voilà, effectivement, dans notre affaire, nous n'avons pas pu obtenir ces images. Ça s'est joué à 24 heures à peu près. Et ce que l'on peut constater en réalité, et ça me semble, mais après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, j'ai le sentiment qu'en fait les administrations ne sont pas particulièrement friandes de ce genre de demande, ni enclines à pouvoir faire droit à une demande de communication de telles images, si bien que le jour de l'audience, ces images étaient détruites de manière automatique. La commune ne pouvait pas s'y opposer, ce qui est quand même assez problématique parce que si on avait eu des faits beaucoup plus graves, on se constate qu'en réalité, l'administration n'a aucune maîtrise de ces images, ce qui est vraiment, à mon sens, vraiment très critiquable. Et quoi qu'il en soit, ce droit reste, à mon sens, encore aujourd'hui, illusoire et théorique. Donc vraiment, si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, regardez cette vidéo parce que vous avez la possibilité de saisir en extrême urgence, ça allait extrêmement vite, le juge des référés du tribunal administratif et demander à ce qu'on enjoigne à l'administration de vous communiquer ces images qui, je le rappelle, sont de droit, c'est-à-dire que vous les demandez, vous les avez. Il n'y a pas de discussion. Il faut préciser le lieu, le jour et bien entendu le créneau horaire, mais à partir de ce moment-là, vous avez un droit d'accès à ces images. Est-ce que, Eric, je veux parler, David. Donc, si je résume un tout petit peu là, c'est en train de nous dire comme des fois il y a des délais de suppression, on est en droit, nous pour si on veut déposer plainte ou quoi que ce soit, si en gros un magistrat ou autre n'a pas fait de réquisition sur ces vidéos, nous on peut demander en extrême urgence en gros de les récupérer pour pouvoir porter plainte et se saisir de ces images-là. Tout à fait, de se saisir de ces images et de les communiquer en fait au procureur de la République, parce qu'en fait, le procureur de la République, on n'a rien à faire d'un enfant qui se fait agresser devant le collège, c'est ça en fait ce qui s'est passé. Donc les forces de l'ordre n'ont pas réquisitionné l'accès à ces images, et donc en fait, il n'y a que la force d'une mère qui entame ces démarches pour pouvoir réussir à obtenir la communication de ces images. Donc on voit, c'est quand même fort regrettable parce que normalement, le Code de la sécurité intérieure vous dit, à partir du moment où vous êtes une personne et que vous avez un intérêt légitime, à obtenir communication de ces images, vous avez le droit d'en obtenir communication. C'est plein droit. Alors, il faut préciser, bien sûr, le lieu, la caméra, le jour, l'heure, bien sûr, parce qu'on ne va pas vous donner accès à 24 heures d'images non-stop. Et ça va juste permettre, en fait, à l'autorité administrative de vous fournir uniquement les images dont vous avez besoin. Mais ils doivent vous proposer un créneau pour pouvoir venir dans les locaux et pouvoir prendre connaissance de ces images. Et ça n'a pas été fait, ce qui est quand même vraiment très malheureux, parce qu'en fait, le Code de la sécurité intérieure reconnaît
de manière automatique un tel droit, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est quand même totalement théorique et illusoire. Donc c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de réinformer un petit peu les citoyens et leur dire, en fait, quand il y a une vidéo de protection qui intervient dans un lieu public, vous avez le droit d'en demander la communication des images qui vous concernent, et notamment, c'est encore plus légitime lorsque vous êtes victime d'une infraction. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je me permets d'insister pour être sûr d'avoir bien compris, lorsque l'on dépose plainte, par exemple, suite à une agression ou quoi que ce soit, l'officier de police judiciaire, que ce soit en gendarmerie ou en police, ne va pas systématiquement réquisitionner les images. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, dépôt de plainte et derrière, il n'y a pas eu de réquisition des images. Donc, nous avons fait une procédure en référé liberté devant le tribunal administratif. Et malheureusement, à 24 heures près, ce ne fut pas suffisant. Ok, très bien. Je te remercie. Alors, on va parler un petit peu, là, on va continuer un petit peu notre développement. On va parler de la généralisation de la vidéoprotection. Vous allez voir qu'en fait, il y a les JO 2024 qui arrivent et qui, à mon sens, doivent appeler à la plus grande crainte, à mon sens, en matière d'atteinte aux libertés publiques. Et on va aussi parler de la surveillance par drone, aussi appelée vidéoprotection mobile, dont on voit qu'à mon sens, l'objectif est véritablement de surveiller davantage la population, et ce, à des fins de plus en plus éloignées de la sécurité publique, qui vient presque quasiment assez secondaire. C'est pas l'image, c'est pas l'idée principale. C'est vraiment, je vais essayer de vous le démontrer. Vous verrez ce que vous en pensez. Alors, la généralisation de la vidéoprotection. Tout d'abord, effectivement, ce sont les communes qui, la plupart du temps, sont à l'initiative d'installation de vidéoprotection. Alors, il y a l'État, notamment le préfet, qui est le représentant de l'État dans le département, qui va intervenir dans l'autorisation d'installation de vidéoprotection, mais en réalité, ce sont surtout les communes qui sont à l'initiative de telles installations. Il n'y a aucune obligation législative. On sait simplement qu'il existe un fondement à cette demande, qui est notamment l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. C'est celui qui reconnaît aux maires ces fameux pouvoirs de police, c'est-à-dire les pouvoirs de maintenir l'ordre public sur le territoire de sa commune. Donc, dans ce but d'objectif légitime qui est la sécurité publique, les maires peuvent bien entendu installer de telles caméras de vidéoprotection. La CEDH, comme je l'ai indiqué, reconnaît que ce n'est pas incompatible par nature, mais que c'est en réalité l'enregistrement systématique qui peut, dans certains cas, conduire à une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, il y a un projet de loi 2022, de loi JO 2024, qui entend introduire la possibilité de vidéoprotection par intelligence. Donc là, c'est vraiment quelque chose de novateur, on va en reparler. Intelligence artificielle, aussi appelée caméra augmentée. Et donc là, ici, on voit qu'on a une sorte de contrôle à la chinoise qui est en train d'être introduit à l'occasion des JO 2024 sur fond de violence au Stade de France qu'il y a eu lors de la Coupe d'Europe, de l'Euro. C'était l'Euro 2020, 2021, je sais pas. Je suis pas trop le foot, comme vous verrez, mais je me rappelle qu'effectivement, il y a eu de très grosses dégradations au Stade de France, et qu'en réalité, on a presque le sentiment que c'est tombé à pic pour justifier l'installation de caméras augmentées lors des JO 2024. Donc c'est vrai que, comme tout à l'heure je le voyais dans les commentaires, c'est vraiment ballot que les images de vidéosurveillance aient disparu alors que, comme on l'a indiqué, il y a 1 mois de conservation. Donc si c'était pas un peu prémédité, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces événements au Stade de France tombent à pic et vont justifier l'instauration de restrictions de liberté individuelle durant les JO 2024. Moi, je vous invite à taper projet de loi JO 2024. Il y a quelque chose qui est très bien fait sur le service public qui vous permettra d'en prendre connaissance. Vous verrez un petit peu l'arsenal juridique qui a été mis en place. Ça va donc de la vente des billets jusqu'à l'appréhension par les vidéoprotections augmentées de tous les attroupements, embouteillages qu'il pourrait y avoir. Et donc, on voit que c'est quand même assez ennuyant en matière de liberté individuelle, parce que, encore une fois, si les restrictions sont certaines au niveau des libertés, en revanche, la sécurité reste, encore une fois, assez illusoire. Ce n'est pas parce que vous avez des caméras augmentées partout, en tout lieu, en toutes circonstances, que ça ne vous empêche pas d'être agressé. Donc là, on voit bien qu'à mon sens, on a des restrictions qui sont massives, et derrière, des potentiels effets bénéfiques qui sont quand même assez illusoires, ou en tout cas encore assez théoriques.
Quoi qu'il en soit, donc, on va avoir l'introduction d'algorithmes qui apprendront à détecter des mouvements de foule, des colis suspects, un goulet d'étranglement dans les transports. Donc voilà, c'est exactement ça, Pierrick, que tu es en train de montrer. Donc c'est allez voir un petit peu cet examen, ce projet de loi. Il devrait être adopté là dans les prochains jours. Et à mon sens, on est véritablement dans l'introduction d'un système de surveillance à la chinoise. Le crédit social, on en parle souvent. Là, en fait, on est en train d'installer les prémices de ce qui pourrait servir de dispositif de prémisse sociale, de contrôle social. Et encore une fois, vous verrez sur les tickets pour accéder au stade, vous verrez que ça ressemble quand même très fortement à un pass sanitaire. C'est quand même fou, ça. Décidément, les technologies arrivent toujours à pic. Quoi qu'il en soit, comprenez bien une chose, lorsqu'on a instauré le pass vaccinal, on a investi énormément d'argent pour pouvoir installer dans le temps ce pass vaccinal qui finalement a duré quelques mois, 8 mois, 9 mois. Et pour autant, on a fait des investissements qui, on le comprend aujourd'hui, iront bien plus loin que le pass vaccinal. Donc ici, on peut s'inquiéter, à mon sens, de la dérive liberticide qu'entreprend notre gouvernement. Il est dans la suite des autres gouvernements, c'est pas propre à ce gouvernement-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a, à mon sens, un mouvement de l'histoire qui va vers de plus en plus de restrictions, et ce, dans la plus grande tranquillité, puisque finalement, personne ne s'empare de ces sujets. Moi, encore une fois, j'étais un peu étonné qu'on n'ait pas parlé davantage de ce projet de loi JO 2024, parce que véritablement, ce système de caméra augmentée, encore une fois, les mots ont leur importance, on pourrait vraiment parler de système de protection à la chinoise, eh bien, ce système de caméra augmentée m'inquiète plus hautement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez un peu aux commentaires, ce serait intéressant de voir ce que vous pensez de ce système de caméra augmentée. Moi, je trouve que c'est quand même assez ennuyant. J'avais lu, alors il faudra que je remette le nez dedans, justement, j'avais lu quelques éléments justement sur ce projet de loi. C'est vrai que, alors dedans, il verrouille de mémoire, enfin, pseudo-verrouille pour dire c'est bon, rassurez-vous, c'est que pour les JO et après. Alors ça dépasse, c'est déjà convenu que ça ira plus loin que les JO. C'est déjà convenu que ça ira jusqu'à 2025. Donc voilà, on sait déjà. Et est-ce que par contre tu as le lien éventuellement là pour trouver je ne trouve pas là sur le service public, tu sais, tu disais où on retrouve une image de ces tickets, si c'est sur le site ou si Non, j'ai juste vu sur le service public, effectivement, les billets feraient l'objet d'une impossibilité de falsification, d'une identification. Enfin, c'est un peu ce que tu as mis tout à l'heure. Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je regarde sur les billets ce que j'avais lu tout à l'heure. Alors, attends, Voilà, utilisation des scanners corporels. Donc, il y a l'utilisation de scanners corporels, les caméras intelligentes. Alors, le recours à des scanners corporels sera possible à l'entrée des stades. Ouais. Lutter contre le dopage aussi. On voit qu'il y a vraiment un arsenal qui est mis en place. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu exactement le recours des scanners. Alors là, je crois que je suis dessus, ce que je viens de surligner, non? Est-ce que tu le vois à l'écran? Les organisateurs devront livrer des billets nominatifs dématérialisés et non falsifiables. C'est ça, exactement. Donc là, on voit que ça ressemble un peu grandement à ce qu'on a connu, il fut un temps, avec les passes vaccinaux. Donc, on voit très bien que les technologies, finalement, ne disparaissent jamais. Elles s'empilent, elles s'entremêlent, elles évoluent. Mais à mon sens, avec le pass vaccinal, on l'avait dit, on va passer dans une autre ère, l'ère du pass. Vous ne pourrez pas aller où vous voulez, quand vous voulez. Il faudrait justifier votre identité et vous ne pourrez pas faire autrement, vous ne pourrez pas tricher en tout lieu, en toutes circonstances. Alors, on comprend l'idée qu'il y a derrière, effectivement, d'éviter des drames. Encore une fois, on comprend, on ne peut pas être contre le fait de prendre des mesures pour lutter contre les drames. Mais encore une fois, on voit bien que ces mesures, elles vont indistinctement toucher à la fois le bon délinquant que le bon citoyen, sans jamais en faire aucune distinction. Et c'est ça qui est un petit peu regrettable, parce que comprendre de pourchasser et de punir les délinquants, on le comprend, et c'est ce qui est souhaitable. En revanche, on voit très bien que pour le citoyen lambda, en fait, il va subir exactement les mêmes restrictions. Alors la question, pour éviter que tout le monde commette une infraction, ne faudrait-il pas, dès la naissance, mettre tout le monde en prison? La réponse est non, mais c'est exactement la même chose ici avec ce système de vidéoprotection augmentée. En fait, on sera tous de potentiels délinquants à en devenir, et par conséquent, on devra être placé sous une surveillance identique, que l'on soit un bon citoyen ou un mauvais citoyen. C'est ça qui, à mon sens, est vraiment problématique dans cette histoire. Alors, je continue, Pierrick, c'est bon? Ouais. Oui, parce qu'on a
On les posera à la suite. J'ai noté quand même pas mal de questions intéressantes. Donc, Super. Super. Pensez à partager, les amis, hein, bien sûr, hein, ce dont on parle aujourd'hui. Vous avez vu, c'est important. Les JO 2024, ça va arriver. Et on comprend bien que ça va dépasser la question des JO. En fait, on va être, dès qu'il y aura un événement sportif, on sera surveillé. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis après, ça va, bien entendu, dépasser largement le cadre sportif. Et on comprend que ça va venir s'insérer dans toutes les sphères de notre vie et de notre vie privée, qui va devenir, à mon sens, une notion désuète parce que impossible dans les faits à exister. Ce sera une notion qui ne sera plus compatible avec nos sociétés, ce qui, encore une fois, est extrêmement dangereux. N'oubliez pas que Big Brother, c'était notamment celui qui était chez vous, à votre domicile. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un vrai problème. Bon, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait parlé donc des drones. Bah, ça tombe bien, je vais en parler. La surveillance par drone ou également vidéoprotection mobile. Alors, depuis 2016, en fait, les forces de l'ordre ont commencé à utiliser les drones afin de réaliser de la vidéoprotection mobile, comme l'a décidément appelé la loi, le législateur. Alors au début, c'était un décret qui avait régi et encadré un petit peu l'utilisation de ces drones. Et puis pendant la pandémie de Covid-19, eh bien, les forces de l'ordre ont utilisé ces drones pour vérifier que les bons citoyens respectaient bien les limitations de déplacement avec ce qu'on appelait le délit de non-confinement, c'est-à-dire le délit qui vous sanctionne dès lors que vous ne rentrez pas dans les exceptions vous permettant de ne pas vous confiner. Donc, c'est à cette occasion qu'il y a eu différents recours qui ont été faits par de courageux avocats. Et au courant de cette période, le Conseil d'État a rendu un avis très intéressant du 20 octobre 2020 dans lequel il dit que dès lors qu'on porte atteinte aux libertés publiques, notamment par l'utilisation de ces drones, eh bien un décret n'est pas une base légale suffisante. Et par conséquent, il faut que le législateur intervienne. Alors il va y avoir quelques péripéties législative, et c'est finalement une loi du 24 janvier 2022 qui va encadrer, en tout cas, un petit peu l'utilisation de ces drones. Les libertés, vous l'aurez compris, alors je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez technique, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'utilisation des drones est possible, elle est encadrée, et à mon sens, ce qui va se passer, c'est que l'utilisation de ces drones va être de plus en plus généralisée à l'occasion de débordements pendant des festivités publiques qui, fort malheureusement et de manière totalement anecdotique, vont mal se dérouler en dépit des nombreuses mesures de sécurité mises en place, de manière à justifier davantage de restrictions, parce qu'on vous expliquera, vous voyez bien, finalement, on n'avait pas tous les moyens nécessaires entre les mains. Par conséquent, il faudrait nous rajouter d'autres mécanismes de surveillance, et ainsi on évitera ces débordements dont on pouvait tout à fait empêcher dès le début avec l'arsenal juridique que nous avions à notre disposition. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, ce dispositif de drone, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, il a permis de surveiller la population durant la crise sanitaire. Est-ce que c'était vraiment la finalité de tel drone, et est-ce que c'est vraiment pour surveiller si les bons citoyens respectent bien les mesures de confinement et ne courent pas au-delà de 1 km autour de chez eux? Bon, ça, c'est quand même, à mon sens, un débat, mais on voit bien, en fait, que dès lors que le législateur n'encadre pas suffisamment l'utilisation de ces moyens de vidéoprotection, eh bien, on a des abus de la part du gouvernement, parce que n'oubliez pas la raison d'État de Machiavel, qui expliquait que pour atteindre sa fin, tous les moyens sont permis, y compris les plus machiavéliques, ça vient de là. Donc, la raison d'État, ce n'est pas forcément de préserver les libertés individuelles. Et c'est pour ça qu'il existe des contre-pouvoirs, y compris dans une démocratie. Parce que, encore une fois, la liberté ne va pas de soi. Elle est peut-être naturelle, mais dans une société, nous ne sommes plus dans l'ordre naturel des choses. Et par conséquent, l'homme va avoir tendance à restreindre ses libertés pour toujours plus de sécurité. Et le citoyen éclairé doit rappeler en tout lieu et en toutes circonstances que toute restriction de liberté doit être l'exception, strictement encadrée et nécessaire pour atteindre le but légitime qu'il s'est poursuivi. Parce que, bien entendu, il faut de la sécurité publique pour assurer les libertés individuelles. L'un ne va pas sans l'autre. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours l'un contre l'autre. La liberté serait aujourd'hui antinomique et contraire à la sécurité publique, ce qui n'est pas le cas. Mais encore une fois, faut-il avoir les arguments à la fois intellectuels et juridiques pour pouvoir arriver à cette conclusion. Donc, j'espère qu'avec ces quelques développements, encore une fois, c'est pas en 40 minutes qu'on va pouvoir
véritablement disserter sur tous les outils de vidéoprotection, mais j'espère qu'avec cette émission quotidienne, hein, tous les lundis soirs à 20h, eh bien, cela va vous apprendre un grand nombre de choses et vous permettre justement de vous réapproprier vos droits. Encore une fois, aujourd'hui, vous savez que vous avez le droit à accéder à ces images de vidéoprotection et que cet accès est de droit. Peut-être que certains d'entre vous l'utiliseront, et je l'espère, à bon escient, chaque fois qu'il y aura une infraction qui sera commise à l'encontre soit de vous-même, soit de l'un d'entre vous, parce qu'il faut aussi veiller les uns sur les autres. Quoi qu'il en soit, les libertés et leurs restrictions ont un caractère cyclique. C'est donc tout à fait naturel que nous passions dans des ères de grande liberté, mai 68, la liberté que nous ne connaîtrons jamais d'ailleurs, ma génération et moi-même, et avec, bien entendu, des mesures de restriction de liberté. Et on voit bien qu'on est rentré dans un cycle où on va restreindre de plus en plus toute activité humaine, parce que c'est le sens de l'histoire, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une implosion sociale sous ces mesures de restriction insupportables, parce que, n'oubliez pas, si vous chassez la liberté par la porte, celle-ci reviendra par la fenêtre. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Et pour conclure, parce que celle-ci, je l'ai écrit et je l'aimais bien, donc il faut absolument se réapproprier nos droits, car autrement, nous serons tous surveillés sans nécessairement être tous protégés. Voilà comment j'avais envie de conclure cette petite chronique et cette émission. Oui, on est mal, Dan, on est très mal, je vous le confirme. Alors Pierrick, je suis tout oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Alors, il y en a eu pas mal. Alors là, j'en note encore une là. Attends, j'en ai pour 2 secondes. Moi, je vais te poser une petite question là tout de suite. Ça. Du coup, alors attention, c'est pas une question piège. Tu n'as peut-être pas spécialement la réponse. C'est vrai que la question qu'on se pose, c'est quel est le juste milieu selon toi? Parce que on constate quand même, parce que encore une fois, c'est comme tout, et c'est ce que j'aime bien dans les émissions qu'on fait, comme on dit souvent, en fait, tout n'est pas acheté. On voit que ça permet quand même d'assurer, on va dire, de retrouver pouvoir solutionner des enquêtes, de pouvoir retrouver éventuellement un agresseur quand on dépose plainte ou autre. Donc du coup, la question c'est, à ton avis, selon toi, quel est le juste milieu à trouver potentiellement entre la vidéoprotection et justement les libertés fondamentales? Alors le juste milieu, c'est pas forcément à l'avocat de le trouver. Moi, je dirais que, à mon sens, ces vidéoprotections, qu'elles existent, c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, notamment pour ma cliente, ça aurait pu permettre de pouvoir véritablement identifier les auteurs d'infractions, notamment à l'encontre d'un enfant mineur qui a été agressé sauvagement par plusieurs individus. Donc, en ce sens, c'est vraiment une bonne chose que ces vidéoprotections existent. En revanche, c'est pas assez encadré. Et quand bien même c'est encadré, on n'a pas suffisamment de garanties par des autorités administratives indépendantes qui permettraient de s'assurer que, par exemple, les communes jouent vraiment le jeu et communiquent les images lorsqu'on leur demande. Voilà. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un magistrat au tribunal administratif qui a sollicité une audience, qui a constaté que les images de vidéoprotection avaient été automatiquement supprimées et qui aurait quand même pu profiter de cette ordonnance pour dire, bon, oui, peut-être que les vidéosurveillances ont été supprimées automatiquement au bout d'un mois. Par contre, vous commettez une faute si vous ne communiquez pas ces images et si vous ne mettez pas en œuvre tous les moyens pour pouvoir les préserver dans l'attente d'une audience. Parce qu'en ne le faisant pas, vous rendez inutile l'audience, donc vous méconnaissez l'autorité de la justice et en plus vous portez atteinte à un droit qui est reconnu par le législateur. Et ça, c'est regrettable parce que le juge aurait pu l'écrire sans que ça engage à quoi que ce soit. Il ne le fait pas. Et on voit bien qu'il ne participe donc pas à la protection des libertés individuelles, alors que c'est sa mission fondamentale. Même si le juge administratif n'est pas non plus le juge judiciaire, il doit bien aussi concilier l'action de l'administration avec les particuliers, mais il doit aussi protéger les libertés individuelles. Ok. Je me permets du coup de parler éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, éventuellement de petits retours d'expérience, on va dire à titre personnel. J'ai 2 expériences personnelles, notamment avant d'être pompier professionnel, j'ai exercé comme agent de sécurité incendie, SIAP, dans un centre commercial, un grand centre commercial dans la région lyonnaise. Et donc, on exerçait justement au PC sécurité. Donc, comme beaucoup de centres commerciaux, vous savez, avec la vidéoprotection. Et là, on avait même plus loin que ça. C'est-à-dire que nous, on était derrière le poste, on était sur les écrans, on surveille, entre guillemets, les salariés. On avait donc des caméras fixes, on avait des caméras dômes, on pouvait zoomer et regarder.
Alors, il est vrai, encore une fois, où on peut toujours encore se poser la question, bah, tiens, on est sous surveillance. Il n'empêche que aussi, et c'est pour ça que je te disais, c'est quel est le juste milieu, il était quand même sécurisant. On arrivait à faire pas mal de choses parce qu'on était derrière l'écran et que directement par radio, on pouvait signaler immédiatement aux agents éventuellement une agression, un conflit, ou alors suivre de près éventuellement lorsqu'un magasin, ce qui nous arrivait régulièrement. Par exemple, c'était des fois des magasins qui nous appelaient pour me dire: je viens de me faire voler, là, il vient de partir, il est parti dans tel sens. Et en fait, comme ils avaient la ligne directe du PC, en gros, en quelques secondes, comme on couvrait tout le site, on arrivait excusez-moi du terme, les tracer, enfin les suivre, pour indiquer aux agents de sécurité: on a une personne à tel endroit, à tel endroit. Donc c'est pour ça que je posais un petit peu la question. Moi, le premier, ça me turlupine un petit peu, puisque en fait, j'ai pas envie de tomber dans cette société où on surveille permanence. Euh, mais il n'empêche que dans certains cas, ça a permis également, des fois, justement, d'appréhender des voleurs, des agresseurs, de constater immédiatement des délits, des choses comme ça. Et c'est là où ça devient très complexe. Et deuxième cas également, dans ma situation, je suis élu municipal dans une mairie. On a fait installer il y a quelques temps là, juste quelques caméras à différentes entrées de la ville. L'objectif, c'est pas de surveiller la ville. Euh, et il n'empêche que dans nos communes où on est de plus en plus soumis, justement, même dans les communes rurales, de plus en plus à des faits de cambriolage, à des faits d'agression, il y a beaucoup de cambriolage. Et ben, il n'empêche que la gendarmerie, notamment, arrive de plus en plus à élucider d'enquêtes et retrouver les personnes grâce notamment à cette vidéoprotection qui permet, on va dire, de quadriller un petit peu juste les entrées de la ville, notamment les accès principaux. Voilà, l'objectif, c'est pas de surveiller les rues et quoi que ce soit, c'est justement pouvoir croiser plusieurs communes l'ont fait, les caméras avec les véhicules qui y ont passé suivant les heures, pour pouvoir retrouver ceux qui ont commis justement des vols et des cambriolages. Euh, donc ça, c'est toujours la difficulté. Et je terminerai sur un point, je ne sais pas ce que tu en penses. Finalement, toujours se dire une chose également, et c'est là où je pense qu'il faudrait vraiment, on va dire, où il y a un gros travail, c'est que finalement, on peut partir du principe également, on agit juste sur les conséquences. La vidéoprotection permet d'agir sur les conséquences, un vol, une agression ou quoi que ce soit, pour essayer de retrouver qui est. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il qu'éventuellement, on soit dans une société où il y a de plus en plus, finalement, de délits, d'agressions, de vols, de cambriolages, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait lutter. C'est comment avons-nous fait pour avoir une société où on a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à commettre des délits, des infractions. Et c'est peut-être la première chose, c'est qu'on n'aurait peut-être pas besoin de se surveiller, de mettre des caméras pour retrouver les responsables d'infractions si il n'y en avait pas. Alors là, tu vas me dire, je suis dans un monde totalement utopiste, mais Il y a toujours des infractions. Il y a toujours des infractions. Après, effectivement, il y a des choses pour tenter d'en lutter en amont. Disons que la mauvaise herbe, c'est dès la racine qu'il faut l'enlever. Et comment on fait pour l'enlever? C'est l'éducation. L'éducation, c'est ce qui permet d'éviter qu'une personne tombe du mauvais côté de la barrière. Malheureusement, cette éducation est défaillante. Tu vois bien que quelques jours avant la rentrée, on a fait un stage de 3 jours pour dire à des personnes, vous allez pouvoir être enseignant. 3 jours, ça me paraît un peu léger quand même pour enseigner. C'est un métier, l'enseignement. La pédagogie, il y a du travail quand même. C'est pas quelque chose qu'on improvise. Et là, malheureusement, pour la rentrée 2022, c'est une totale improvisation. Donc, à partir du moment où le système éducatif est défaillant, qu'on a des générations de défaillance, c'est-à-dire qu'on a les parents d'aujourd'hui, c'était les cassos d'il y a encore quelques années. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être des garants de l'éducation de leurs enfants. Et en fait, on a une sorte de reproduction sociale. Donc là, il y a un travail de sape qui a été fait depuis génération en génération et qui aujourd'hui fait qu'on a une société où eh bien, les individus ne sont pas bienveillants les uns envers les autres, ne connaissent pas les règles de politesse de base, ne savent pas s'exprimer, ne savent pas écrire, ne savent pas lire. Et en réalité, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la première conséquence eh bien, d'une sorte de violence sociale. Parce que ces individus, il ne faut pas non plus trouver des excuses, mais forcément, si vous avez le sentiment que vous n'appartenez pas à cette société, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y apporter quelque chose de positif? Vous avez le sentiment qu'il est nécessaire de lui prendre ce qu'elle ne vous a jamais donné.
Donc c'est un sentiment qui se comprend. Mais on comprend ici que effectivement cette surveillance généralisée, elle vient de défaillances qui sont bien plus profondes qu'uniquement des individus qui commettent des infractions. Eh bien, merci. Donc, je me suis permis de faire part, de faire part un petit peu de ces retours. Et alors, on attaque les questions notamment de Meta Eidos à 20h14. Quelles contre-mesures peut-on mettre en place? Alors, les contre-mesures. La première chose à faire, déjà, c'est de partager cette vidéo, j'ai envie de dire, parce que combien d'entre vous connaissez véritablement tous les systèmes de vidéoprotection ce soir? J'ai envie de vous dire, même votre serviteur ici présent ne connaissait même pas toutes les mesures que je viens de vous égrener ici ce soir. Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment une méconnaissance, et encore une fois, on voit bien qu'avec Pierrick, si on ne fait pas ce travail de préparation en amont, en fait, il y a plein d'informations qui ne remonteraient jamais. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de partager l'information. L'information, c'est voilà, on va faire l'inverse. L'ignorance est le terreau de toutes les dictatures. Donc, si vous partagez de la connaissance et de l'information, à ce moment-là, vous allez permettre à des citoyens éduqués et qui ont conscience de leurs droits de pouvoir lutter. Derrière, il y a bien entendu la lutte politique, c'est-à-dire qu'il faut aussi informer nos députés et l'ensemble des hommes politiques que de telles mesures liberticides sont mises en place. Il faudrait que le législateur, donc les députés et les sénateurs, ne votent ce type de loi que la main tremblante. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que finalement, tout le monde se désintéresse, mais ce qui est normal, on est dans une logique de survie actuellement. Je veux dire, les gens sont dans une logique de survie, ils ne sont pas dans une logique de connaissance et de protection de leur liberté individuelle. Déjà, de savoir comment à la fin du mois on va finir économiquement le mois, c'est déjà la question principale. Donc c'est difficile, on le comprend, de s'intéresser à ces sujets lorsqu'on est dans une survie et pas dans une vie. Donc ça, je le comprends. Mais donc la connaissance, le partage de cette connaissance, c'est déjà la première levier d'action. Deuxième, la politique. Troisième, le juridique. Chaque fois qu'une restriction de liberté intervient, il devrait y avoir une réponse judiciaire. Il devrait y avoir une saisine d'un juge. Parce que les magistrats, lorsqu'ils sont saisis de ces questions, quand même, dans la très grande majorité des cas, prennent des décisions qui sont courageuses. Mais simplement, ils ne peuvent pas répondre à une question qui ne leur est pas posée. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et c'est de cette manière-là que la loi peut aussi être amenée à changer, à évoluer. Et donc, c'est le degré de résistance qu'il pourrait y avoir devant les juridictions judiciaires qui peut amener un gouvernement à se dire on peut restreindre davantage ou non certaines libertés. On restreint une liberté, on voit qu'il n'y a pas de contestation, ni dans les rues, ni devant les tribunaux, allez, on continue. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. La plupart de la population, la très grande majorité de la population s'est totalement accommodée finalement de ces restrictions de liberté. Si vous aviez eu un rejet massif de la part de la population, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les hommes politiques pensent à leur carrière politique. Donc ils ne mettraient pas en œuvre des mesures politiques qui seraient très majoritairement défavorablement accueillies par la population. Merci pour cette réponse. On enchaîne avec 20h15 avec JG. On n'utilise par d'autres systèmes que les vidéos, non? Ah oui, bien sûr. Le téléphone, ici présent, c'est un système de géolocalisation en continu, en tout lieu, en toutes circonstances. Alors, on est censé ne pas être sur écoute. C'est un téléphone portable d'avocat. Je suis censé ne pas être sur écoute dessus, mais qu'est-ce qui m'en assure que je ne suis pas sur écoute? Franchement, j'en ai aucune idée, aucune garantie. Et on voit bien que, par exemple, l'avocat de Nicolas Sarkozy a été sur écoute. Donc, il n'y a aucune garantie. Bien entendu, les systèmes de vidéoprotection, c'est pas le seul système qui existe. On a tous une carte de sécurité sociale. On sait quand vous l'utilisez, où vous l'utilisez et pour quelles raisons vous l'utilisez. Bien entendu, il y a d'autres systèmes de surveillance. Alors, on avait une autre question de Ramiro dos Santos à 20h17. Bonsoir, maître. Une personne qui est agressée au travail par des sectes, quelle est la justice applicable? Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est un litige qui est relatif à votre employeur? Dans ce cas-là, ça va être le conseil de prud'homme. Ou est-ce que c'est une agression qui s'est réalisée sur votre lieu de travail, mais qui n'avait rien à voir avec le lieu de travail? Dans ce cas-là, on va aller devant les tribunaux judiciaires ou les juridictions répressives, tribunal correctionnel, etc. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à la question. Ensuite, on avait une question de Marie à 20h18. Bonsoir à vous, maître Pierrick. Oui, qu'en est-il de la vidéoprotection pour ma voiture, pour mon appartement, et si je choisis d'avoir une vidéo sur mon deux roues?
Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. La question, c'est si moi, je décide de filmer, c'est ça, autour de moi, comme une GoPro, Moi, peut-être? C'est ça. voilà, Ouais. je l'ai compris un petit peu. Je crois que c'est surtout aux États-Unis un petit peu comme ils font. Tu sais, il y en a qui Mm. mettent une vidéo, une caméra qui filme depuis l'habitacle, Mm. notamment, ou si on met de la vidéoprotection au sein de son appartement. Je suppose, alors Marie, je ne sais pas Alors, si au sein de son appartement, on est dans la vie privée. Au sein de son appartement, c'est la protection de la vie privée. Vous pouvez mettre une caméra dans votre appartement, il n'y a pas besoin d'autorisation. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Dans la voiture, c'est la même chose à partir du moment où vous filmez l'habitacle. Si vous filmez l'extérieur, alors ça peut être une infraction parce que n'oubliez pas, il y a des infractions réprimées par le code pénal lorsque vous portez atteinte au droit à la vie privée des autres. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et tout à l'heure, en préparant un petit peu cet article juridique, j'avais une jurisprudence de la Cour de cassation chambre criminelle, donc on est dans les juridictions pénales, qui avait condamné une personne qui avait mis un système de vidéoprotection sur une voie publique, donc de son immeuble privé sur la voie publique. Donc c'était une infraction. Donc voilà, c'est le juste milieu. on avait une autre question donc, de Maëlys à 20h18. Alors, elle a mis en 2 commentaires. On demande une vidéosurveillance pour l'immeuble à cause de vandalisme et je mets la suite. Le maire refuse, que faire? Vous attaquez devant le tribunal administratif territorialement compétent le refus du maire de prendre une mesure de sécurité. Vous pouvez le faire en référé si jamais vous estimez qu'il y a une urgence absolue à mettre en place cette mesure. Mais la carence d'un maire à mettre en place une mesure de sécurité, à agir pour la sécurité publique, est une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité devant les juridictions administratives. On sort Donc agissez, Maëlys. Donc là, on sort un tout petit peu du cas de vidéosurveillance, mais donc Ramiro dos Santos à 20h18 qui nous demande le procureur a-t-il le droit de classer une plainte sans avoir consulté la personne victime? Oui, il a le droit, mais après, vous avez aussi le droit de vous constituer partie civile, que je vous invite à faire, bien entendu, si vous estimez qu'une infraction a été commise. Et dans ce cas-là, c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui s'emparera du sujet et qui verra, donc qui va mener une enquête. Alors, on a toujours des questions, des fois un petit peu, je me permets un petit peu farfelu, mais on s'engage ici à y répondre. Simpleman à 20h20, ai-je le droit de tirer à vue sur un drone qui survole mon domicile? Je vois que la réponse est déjà toute faite. Non, non, par contre, effectivement, vous pouvez saisir la CNIL et essayer de déterminer à qui appartient ce drone. Si ça appartient aux forces de l'ordre, il faudra quand même que ce soit vérifié que c'est bien encadré, que ça rentre bien dans les conditions fixées par la loi pour permettre un tel survol. Tout survol de la propriété privée est une atteinte au droit à la vie privée. Voilà. Ok. On avait une remarque remarque question de Martine très construite. Merci Martine Dutrec, 20h20. J'espère que vous êtes encore en ligne. Bonsoir. Pour revenir sur la CNIL, le cas échéant, elle devra s'aligner si l'UE modifie le règlement RGPD 2016-679 et la directive police-justice. Donc, merci pour ce commentaire déjà qui est très sourcé. Une finalité peut toujours se justifier. Qu'en pensez-vous? Alors là, je ne connais pas le règlement 2016-679, il faudrait que je le lise dans le détail pour comprendre exactement la nature de la question. La CNIL, bien entendu, doit respecter le droit de l'Union européenne, parce que le droit de l'Union européenne s'impose à la France, mais on a quand même une exception, c'est lorsque le droit français est plus protecteur que le droit de l'Union européenne. Donc il y a de la jurisprudence là-dessus, où vous pouvez appliquer le droit plus protecteur, quand bien même, effectivement, il serait contraire au droit de l'Union européenne. Alors, il y a certaines conditions, mais quoi qu'il en soit, en principe, le droit de l'Union européenne va quand même donc, toujours en plus de protection des libertés individuelles. Un autre commentaire à 20h25 de Cléo Note. Peut-on désactiver ces caméras? Alors, légalement, ce qu'on peut demander, c'est de vérifier que les conditions d'installation de ces caméras correspondent bien au texte, puisque vous devez avoir la mention d'un certain nombre d'informations. Il faut qu'on remplisse, il faut qu'il y ait une commission qui soit réunie, que le préfet l'ait autorisé, que l'autorisation est valable pour 5 ans. Donc, vous pouvez faire un recours pour déterminer déjà si toutes ces conditions sont toujours respectées et ont toutes été toujours respectées. Chose qu'aucun citoyen ne fait en général, vous vous doutez. Mais ça peut être déjà une première idée pour tenter de désactiver des caméras qui ne respecteraient pas ces dispositions légales. Mais quoi qu'il en soit, tout autre procédé pour désactiver ces caméras serait, à mon sens, illégal.
Ok. Alors, je redescends. Je dois retrouver un commentaire de Armel à 20h38. Je descends. Armel, 20h38, 20h38. 20h38, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai noté? Décidément, là. Voilà. Non, alors attendez. Je m'étais noté 20h38, Armel. J'y arrive. Voilà. Armel Leroy. Comment faire pour que l'utilisation ne soit pas déviée de son but? Ah, c'est Tu as- compliqué, de savoir parce que d'une manière générale, dès lors que vous installez une caméra de sécurité dans les rues pour surveiller les rues, c'est toujours quand même assez facile de déterminer que c'est bien pour la protection publique parce que l'espace public est toujours source de potentielles infractions. Les interactions sociales sont source de façon d'infraction. Donc, comment vérifier que le but légitime est toujours respecté? À mon sens, c'est de vérifier que les conditions d'installation et de maintien de ces caméras sont toujours légales. C'est ça, à mon sens, ce qui pourrait être une manière de s'assurer qu'à tout moment, ces vidéoprotections ne dérivent pas du but légitime pour lesquels elles ont été initialement installées. Donc, tu as déjà répondu à la question, mais je la repose en fait pour que la personne, tu as répondu là durant le live, qui décide l'installation de ces caméras? Les mairies, pour l'interrogation. Alors, les mairies décident et c'est les préfets qui les autorisent suite à l'avis d'une commission. Voilà concrètement un petit peu le cheminement. Donc, la mairie il va demander à la préfecture va installer, il y a une commission qui se réunit et l'autorisation est valable 5 ans. Donc, c'est pour ça que je dis, et c'est intéressant peut-être de, de quereller un petit peu de temps en temps l'installation de ces caméras pour vérifier que toutes les conditions légales sont toujours remplies. Tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. Par exemple, nous, dans la commune où je suis élu, là où les quelques caméras ont été mises, nous, à des points, entre guillemets, stratégiques, c'est-à-dire les entrées de ville, en fait, pour surtout, en fait, en gros, si La un circulation, véhicule. ouais. Pardon? La circulation, j'imagine, peut-être les infractions routières ou. Non, c'est même pas pour ça. C'est surtout en cas d'infraction, comme on sait que, en gros, il y a plusieurs axes de sortie pour quitter la ville. Donc, en gros, c'est du moment où on quadrille juste les 3-4 entrées principales, on sait que si un véhicule enfin quelqu'un qui a cambriolé et qui part en véhicule, il devrait passer sous au moins une des caméras. Donc, c'est même pas spécialement à l'intérieur de la ville. Pareil, les accès sont très compliqués. Enfin, il n'y a personne devant les écrans. C'est, comme tu l'indiquais, supprimé automatiquement. Il faut une réquisition, une autorisation pour que la gendarmerie vienne récupérer elle-même les données. Ils ne viennent pas comme ça du jour au lendemain en disant moi je vais récupérer ça. Ils ont des documents à faire signer. Donc c'est là où on a quand même, en fait, quand même Quand même les quelques garanties qui sont mises en garanties. place. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, du coup, là, après, comme j'étais remonté dans les commentaires, j'ai pas vu les autres questions. Je Il y a descends. Liberta Veritas qui nous dit un truc très intéressant. Je dicte à Nice, les caméras n'ont pas empêché ni l'égorgement de 3 personnes dans une église, ni l'attentat du 14 juillet. Je confirme. Donc, c'est ce que je disais Oui. tout à l'heure. Vous êtes tout à fait pertinent ce que vous dites. Oui, c'est pas parce qu'on aura plus de surveillance qu'on sera forcément plus en sécurité. Ça, Voilà. c'est évident. C'est pour ça que le terme vidéoprotection, je le trouve un petit peu fourbe. En fait, là, Ah oui. comme on l'indiquait tout à l'heure, on agit essentiellement sur les conséquences. C'est-à-dire que ça va juste nous aider peut-être à retrouver celui qui a commis le Les crime. potentiels auteurs d'infraction, oui. Mais ça ne va pas spécialement. Alors, on sait Empêcher que la réalisation de l'infraction, tout à fait. voilà. On sait par contre que ça peut avoir tendance à réduire un petit peu, c'est-à-dire les petits faits de délinquants, enfin les tout petits faits, etc. Celui qui sait qu'il est sur une caméra, peut-être qu'il va se déporter ou aller ailleurs pour faire quoi que ce soit, pour dealer ou je ne sais quoi. Mais sinon, les gros faits de délinquance, on sait que ça ne les empêchera pas, ça nous aidera juste à éventuellement aider dans l'enquête, quoi. C'est toujours le juste le milieu, comme on l'indiquait tout à l'heure. Alors, je descends. Là, j'en étais à 20h46. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'en suis à 20h50. Si on avait d'autres des questions, je descends rapidement. Excusez-moi. C'est les joies du direct pour essayer de vous répondre. Oui, et puis après, n'hésitez pas, je vous invite à partager, poser Oui. vos questions en commentaire, on tente d'y répondre. Si vous ne regardez pas ce live en direct, posez vos commentaires, vos questions en commentaire, on tente aussi d'y répondre. En tout cas, j'essaye de lire au maximum tous les commentaires que vous nous mettez chaque semaine.
Et bien sûr, si vous avez aimé cette émission, moi je vous invite vraiment à la partager autour de vous et à inviter tous ceux que vous aimez à regarder l'émission de la semaine prochaine. Parce que c'est lundi, c'est tous les lundis à 20h et c'est votre émission puisque c'est vous qui nous donnez les sujets que nous sommes amenés à préparer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, ça fait déjà une petite heure d'émission. Pierre, ici, on a peut-être fait Là, j'en suis à 21h05. Je crois qu'on a... C'est surtout des commentaires. Merci, Cléonote. C'est bon, Pierre, tu n'es qu'un humain. Merci. Non, c'était surtout des remarques et des commentaires. Je crois qu'il n'y a pas spécialement d'autres questions. Alors, une personne qui vient d'arriver là, qui vient de poser la question à l'instant. Je récupère l'émission en route et vous parlez de caméra. Avez-vous une solution pour attraper les personnes qui font du dépôt sauvage? On sort un petit peu. Les caméras de vidéoprotection sont en effet une manière de pouvoir identifier les potentiels auteurs de ces infractions, parce que le dépôt sauvage est une infraction. Donc, à mon sens, là, on parle d'un effet positif des vidéoprotections. Encore une fois, c'est pas la vidéoprotection en soi qui est condamnée, c'est plutôt sa généralisation, sa pérennisation et l'utilisation à des fins autres que pour lesquelles elle a été constituée qui, à mon sens, nous pose un problème. Notamment JO 2024, où on va avoir de la caméra augmentée, c'est-à-dire un algorithme qui va être potentiellement en mesure, un petit peu à la Minority Report, à pouvoir déterminer quels sont les potentiels auteurs d'infractions. Donc là, c'est ici où on a une sorte de surveillance à la chinoise, dont on comprend bien que le procédé peut servir à autre chose que de faire de la sécurité. Donc, les caméras de protection peuvent servir pour les dépôts sauvages. Maintenant, comme on disait tout à l'heure à Maïlis Traorez, si je ne me trompe pas, eh bien, lorsque vous sollicitez de la part de la mairie une vidéoprotection afin d'éviter notamment ces dépôts sauvages ou la réalisation de toute autre infraction, un refus de l'installation d'une telle vidéoprotection peut être attaqué devant le juge administratif parce qu'on peut considérer qu'il y a une carence en matière de protection de la sécurité publique, alors que le maire est le gardien de cette protection de la sécurité publique et qu'il a l'obligation d'agir, encore une fois. JG qui nous repose la question, les privations de liberté qu'il nous prépare sont-elles légales? Encore une fois, tant qu'elles sont en vigueur, si j'ai bien compris à chaque fois ce qu'on dit, elles sont légales tant qu'un juge n'a pas déterminé qu'elles étaient légales. Voilà, tant que le législateur est intervenu et que cette loi est toujours en vigueur parce qu'elle n'a pas été condamnée soit par une juridiction nationale, soit par une juridiction internationale, elle s'applique et elle est considérée comme légale. Alors, une question à 21h07 de Alex C. Toulouse, Reims et Trois-Hauteville ont planqué des caméras IA avec lecture autoplaque sans avertir les gens pour 3 ans. Quels sont les recours? Juge administratif, d'abord vous faites un courrier à la mairie qui est l'autorité compétente. Si ce n'est pas l'autorité compétente, parce que c'est possible que ce soit la préfecture, elle a l'obligation de transmettre à l'autorité compétente, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et vous lui demandez de vous communiquer tous les documents ayant justifié l'installation de ces caméras et à défaut de remplir les conditions légales, de procéder à son retrait immédiat. S'ils ne le font pas, dans un délai de 2 mois, vous avez la possibilité de saisir le juge administratif à compter d'une décision soit express de refus, ils vous répondent, ils vous disent non, soit implicite de refus, c'est ils ont gardé le silence pendant 2 mois et à compter de ce moment-là, vous pouvez saisir le juge. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose, rassurez-vous. Après, c'est juste le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire valoir ses droits. Alors, la feignasse qui nous dit la vidéoprotection pour les élus, pas que pour les citoyens, serait-elle démocratique? Bonne question. Elle est démocratique à partir du moment où c'est une loi qui est votée selon le processus démocratique en vigueur. À partir du moment où le législateur a voté cette loi, on peut considérer que c'est une loi du peuple, et votée en tout cas au nom et pour le compte du peuple, et c'est une loi démocratique. Maintenant, vous l'avez compris, les dés sont pipés, la majorité présidentielle fait à peu près ce qu'elle veut, et comme l'intégralité du personnel politique qui est aux plus hautes fonctions de tous les contre-pouvoirs potentiels, et je parle ici par exemple du Conseil constitutionnel, à partir du moment où les dés sont pipés et tous les contre-pouvoirs sont occupés par des personnes issues des mêmes partis, vous avez compris qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à attendre de ces juridictions. Mais de temps en temps, on a des belles surprises, donc ça vaut le coup quand même de ne pas croiser les bras et attendre que ça passe. On a encore Cléo Note qui nous pose une question. Un maire est-il responsable d'un délit ou crime sur son territoire avec cam et ou sans cam?
Bah là, on est sur de la responsabilité pénale, donc je suis pas un spécialiste de la responsabilité pénale. Je sais que les maires sont effectivement bénéficient d'une responsabilité pénale particulière à partir du moment où ils ne prennent pas les mesures de sécurité qui s'imposent, et la présence ou non de caméras n'est pas de nature à leur faire disparaître toute responsabilité. Je parle de ça parce qu'on a par exemple des communes qui ont mis en place des mesures pour empêcher les gens de sauter de ponts dans des rivières. Vous savez, vous avez certains jeunes qui se sont tués comme ça en tombant sur des rochers. Bon, eh bien, la jurisprudence est assez nombreuse là-dessus et on demande aux communes de prendre des vraies mesures pour empêcher les jeunes de pouvoir sauter de ces ponts. C'est pas simplement de mettre un panneau interdiction de sauter. Donc, un peu dans le même style, je pense qu'on pourrait avoir des maires qui engageraient leurs vraies responsabilités personnelles et pénales si certaines mesures de sécurité n'étaient pas prises. Maintenant, est-ce que ça doit passer par des caméras ou non? Ça, c'est autre chose. L'administration a toujours une marge d'appréciation. N'oublions pas que les caméras de vidéosurveillance représentent quand même un coût pour les communes. Juste en dessous, MMS qui nous dit à 21h09, peut-on refuser l'installation d'une caméra près de chez soi? Alors, refuser, non. Contester, oui. Maintenant, il faut avoir aussi des arguments juridiques à soulever. La première chose à faire, c'est de prendre un avocat. Alors, l'avocat n'est pas obligatoire, vous le savez, devant le juge administratif, mais concrètement, vous n'avez aucune chance dans les faits d'y arriver si vous n'avez pas un avocat. Donc, vous prenez un avocat et vous regardez si effectivement il n'y a pas une disposition légale qui serait méconnue. Si la caméra pointe directement sur l'entrée de votre immeuble, forcément, là, il y a, à mon avis, une atteinte au droit à la vie privée familiale qui est assez patente. Dan à 21h11 qui nous demande, je suis dans le médico-social, nous avons des caméras dans les couloirs menant aux chambres des résidents, est-ce bien légal? Y a-t-il des recours? Alors là, on est dans la sphère du droit du travail. L'employeur a un certain nombre d'obligations à respecter. Il doit notamment informer ses salariés qu'il a installé des caméras de vidéoprotection. Là, on est vraiment dans un contentieux qui est spécifique et contentieux du Conseil de prud'homme. Donc, je ne m'aventurerai pas davantage dans ce domaine parce que je ne maîtrise pas assez ce contentieux. Et quoi qu'il en soit, bien entendu, on peut vérifier la légalité de ce mécanisme parce que les employeurs ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Je me permets, David, et je pense que ça va être l'une des dernières auxquelles on répondra. C'est une question. Elle est un petit peu ironique, celle-ci. Si je vois une caméra et que j'élève mon majeur, qu'est-ce que je risque? Alors, est-ce que ce qu'on porte atteinte à un agent dépositaire de l'autorité publique? je ne sais même pas si la personne, si Steph posait la question ironiquement ou s'il attendait une véritable réponse en retour. Une autre question, alors on sort un petit peu. Matthew Stone qui nous demande casser un radar automatique, c'est un acte de délinquance. Bien sûr. Détruisez des biens publics. Voilà. Bah écoute, j'ai plus d'autres. La question, Steph de Nantes qui nous dit voilà, c'était de l'humour. C'est bien de l'humour, ouais. Ouais, alors je sais pas si c'est une infraction, c'est une question à se poser. Faudrait creuser peut-être à l'occasion. Écoutez, faites ça devant toutes les caméras. Si un jour il y a une répercussion, on regardera ensemble si c'est vraiment justifié. Bon, 1h15 d'émission, Pierrick, je pense que c'est pas trop mal. Oui. J'espère que cette émission vous a plu. Voilà, mettez vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, remédiez bien entendu à cette méconnaissance fondamentale de nos plus grandes libertés. Abonnez-vous aux deux chaînes Libertad et David Guyon. Tous les lundis, 20h, c'est votre émission quotidienne. Aujourd'hui, on a parlé, vous voyez, des caméras de vidéoprotection. La semaine prochaine, de quoi parlons-nous? Soyez présents pour le savoir. Oui, et justement, je profite de cette information. On en avait parlé entre nous, David. Je me permets de vous mettre un petit lien. On diffusera toujours ces émissions sur les chaînes YouTube habituelles. J'ai des potentiels projets pour la suite. Je vous mets en commentaire également le lien de ma entre guillemets, chaîne YouTube qui, pour l'instant, sur laquelle vous verrez, il y a entre guillemets rien pour l'instant, avec des petits projets personnels, notamment pour diffuser certaines émissions ou autres. Je viens de vous la mettre là en commentaire si vous voulez commencer à vous abonner pour voir par la suite ce que je pourrais être amené à diffuser, encore une fois, soit des lives, soit également des informations. Je suis en train de réfléchir sur un ensemble de choses. Donc, vous pouvez déjà vous abonner si vous voulez suivre. Pour l'instant, je le redis, il n'y a encore rien. Il y a des choses que je viens agrémenter, encore une fois, pour diffuser du contenu, de l'information. Tous les lundis, bien évidemment, ça n'empêche pas que tous les lundis, on continuera cette émission avec David. Justice citoyenne, regard croisé, c'est très intéressant.
Et je suis en train de réfléchir à des choses, moi, à titre personnel aussi, que je pourrais faire pour informer sur d'autres choses, sur d'autres aspects, diffuser des éléments sur. Je réagis beaucoup, en fait, je regarde un petit peu quelle est la demande sur un ensemble de choses, sur les contenus, au-delà des actions de terrain. Je ne veux pas non plus me figer derrière un écran. C'est comment est-ce qu'on relaye des infos entre le terrain, entre l'information via les réseaux, etc. Donc voilà, pensez à vous abonner aux deux chaînes YouTube, notamment donc là, David Guyon et Libertad, les deux pages Facebook. Même Et si vous sur êtes ta chaîne, Pierrick, sur ta chaîne, à laquelle j'irai également m'abonner juste après ce live. en commentaire, voilà, pour essayer de diffuser d'autres éléments. Ça va être dans les jours, dans les semaines qui viennent, où je vais essayer d'agrémenter un petit peu tout ça. En tout cas, merci à toutes et tous. Ces abonnements, encore une fois, comme on le dit, c'est très important. Même si vous êtes abonné à une chaîne, essayez de vous abonner aux autres. En fait, l'idée, c'est de faire monter les abonnés, encore une fois, on essaie de faire jouer les algorithmes. Forcément, pour ceux qui. Si on veut vraiment, en fait, essayer de s'implanter dans la diffusion de l'information, les médias mainstream sont très prenants. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est comme soit Google ou autre, c'est plus il y a de relais, plus il y a de lecture ou autre, plus les algorithmes, entre guillemets, vont nous faire remonter, vont nous faire apparaître dans des résultats. Et donc, tous ces abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires permettent justement de donner de plus en plus de visibilité à une autre source d'information. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc lundi prochain pour la justice citoyenne. Donc là, ce sera déjà la 15e émission, donc avec David Guyon, lundi 20h. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les amis, à plus tard.